En 1837, dans la ville mexicaine de San Luis Potosí, 4 sœurs françaises tenaient la pension la plus respectable de la région. Pourtant, en l'espace de 2 années, 23 voyageurs fortunés y perdirent la vie dans des circonstances apparemment naturelles. Aucun médecin ne soupçonna jamais que derrière les sourires bienveillants des demoiselles Beaumont se cachait le système d'assassinat le plus méthodique jamais orchestré en terre mexicaine. Cette histoire, longtemps enfouie dans les archives consulaires de Mexico, révèle comment 4 femmes transformèrent l'hospitalité en piège mortel, exploitant les faiblesses d'un pays en pleine mutation politique pour édifier un empire criminel d'une sophistication terrifiante. San Luis Potosí, en cette année 1837, vivait les soubresauts des réformes libérales mexicaines. La jeune république, indépendante depuis 16 ans seulement, traversait une période de profonde instabilité politique. Le président Anastasio Bustamante venait de reprendre le pouvoir après avoir renversé le gouvernement libéral de Valentín Gómez Farías, et ses réformes centralisatrices bouleversaient l'économie locale. Les lois de nationalisation des biens du clergé, promulguées puis abrogées, avaient créé un climat d'incertitude juridique dont profitaient les spéculateurs sans scrupules. Les mines d'argent, piliers séculaires de la prospérité régionale, attiraient une foule d'investisseurs européens prêts à tout pour profiter de cette manne. Les concessions minières changeaient de main à un rythme effréné, alimentant une spéculation fébrile qui enrichissait les uns et ruinait les autres du jour au lendemain. Cette instabilité économique attirait naturellement tous ceux qui savaient tirer profit du chaos. Aventuriers, spéculateurs et malheureusement aussi les prédateurs les plus retors. Dans ce contexte tumultueux, la ville attirait une population cosmopolite d'une richesse inouïe. Diplomates européens en mission secrète négociaient des traités commerciaux avantageux pour leur gouvernement. Commerçants français établissaient de nouvelles routes commerciales vers l'Extrême-Orient via les ports mexicains. Ingénieurs allemands, formés dans les meilleures écoles techniques d'Europe, supervisaient l'installation d'équipements modernes dans les exploitations minières. Banquiers suisses étudiaient les possibilités d'investissement dans cette région aux ressources apparemment inépuisables. Armateurs britanniques exploraient les opportunités offertes par l'ouverture de nouveaux marchés. Tous ces hommes partageaient plusieurs traits communs. Ils voyageaient seuls, loin de toute surveillance familiale, transportaient des sommes considérables et cherchaient des hébergements discrets où mener leurs affaires à l'abri des regards indiscrets. La ville elle-même offrait un cadre idéal pour ces activités. Située à 2000 mètres d'altitude, elle jouissait d'un climat tempéré qui contrastait agréablement avec la chaleur étouffante des régions côtières. Ces rues pavées, bordées de demeures coloniales aux façades colorées, témoignaient d'une prospérité ancienne que les bouleversements politiques n'avaient pas entamée. La cathédrale, dont les tours jumelles dominaient la ville, abritait encore des trésors artistiques considérables, malgré les spoliations révolutionnaires. Les palais des anciens gouverneurs espagnols avaient été transformés en hôtels particuliers, où se négociaient les plus importantes transactions financières de la région. C'est dans ce maelstrom d'opportunités et d'incertitudes que les 4 sœurs Beaumont avaient établi leur pension, rue del Carmen, dans une imposante demeure coloniale aux murs de pierre rose et aux patios ombragés par des lauriers roses centenaires. La maison, acquise à un prix dérisoire lors de la vente des biens confisqués à un ancien partisan royaliste exilé en Espagne, offrait 15 chambres spacieuses réparties sur 3 étages, un salon de réception au plafond voûté orné de fresques religieuses, une bibliothèque garnie de volumes reliés en cuir et une cuisine donnant sur un jardin intérieur de 2 hectares où poussaient des herbes et aromatiques, des plantes médicinales et, curieusement, quelques variétés botaniques exotiques aux propriétés mal définies. L'architecture de la demeure révélait l'ancienne opulence de ses propriétaires. Les sols de marbre italien, les boiseries sculptées de cèdre du Honduras, les tapisseries flamandes ornant les murs, les chandeliers de cristal de Bohême éclairant les pièces principales témoignaient d'un faste aristocratique que les nouvelles propriétaires avaient su préserver.
Cette magnificence contrastait étrangement avec l'histoire officielle des sœurs Beaumont, prétendument ruinées par la faillite de leur père lyonnais. Isabelle, l'aînée, avait alors 44 ans. Grande et élancée, elle portait toujours des robes sombres de coupe impeccable qui accentuaient la pâleur marmoréenne de son visage aux traits d'une régularité classique. Ses cheveux noirs, invariablement tirés en chignon sévère selon la mode parisienne, encadraient des yeux d'un bleu glacier qui semblaient percer les secrets les plus intimes de ses interlocuteurs. C'était elle qui gérait les finances de l'établissement avec une rigueur de banquier et entretenait les relations avec les autorités locales. Son espagnol, dépourvu du moindre accent étranger, et sa connaissance approfondie des usages diplomatiques en faisaient l'interlocutrice naturelle des visiteurs de marque. Elle possédait cette faculté remarquable d'inspirer immédiatement confiance aux hommes d'affaires les plus méfiants qui se livraient à elle comme à une confidente de longue date. Célestine, 39 ans, possédait cette beauté discrète mais troublante qui mettait les hommes en confiance tout en éveillant leurs instincts protecteurs. Ses cheveux châtains aux reflets dorés, souvent ornés de fleurs fraîches cueillies dans le jardin, encadraient un visage aux traits doux que ne démentait jamais le sourire bienveillant qui illuminait ses lèvres roses. Elle dirigeait les cuisines avec une compétence remarquable, proposant un mélange raffiné de traditions culinaires françaises et de saveurs mexicaines qu'elle adaptait avec un art consommé au goût de chaque pensionnaire. Ses talents gastronomiques étaient réputés dans toute la ville, et nombreux étaient les notables locaux qui venaient à la pension uniquement pour goûter ses spécialités. Mais derrière cette façade de parfaite maîtresse de maison se cachait une connaissance approfondie de la chimie alimentaire et des propriétés toxicologiques des végétaux. Hortense, 36 ans, rayonnait d'une bonté maternelle qui apaisait instantanément les voyageurs fatigués par de longs périples. Ses gestes délicats, sa voix mélodieuse aux intonations caressantes, son regard empli de compassion en faisaient l'infirmière idéale pour soigner les petits maux des pensionnaires. Elle possédait une connaissance encyclopédique des plantes médicinales, héritage, prétendait-elle, de sa grand-mère guérisseuse dans les campagnes lyonnaises. Sa chambre, située au 2e étage de la demeure, ressemblait davantage à un laboratoire d'apothicaire qu'à un appartement personnel. Étagères chargées de bocaux étiquetés, herbiers soigneusement classés, balances de précision, alambics miniatures, et une impressionnante collection d'ouvrages de médecine en plusieurs langues. Enfin, Victoire, la cadette de 33 ans, charmait par son érudition et sa maîtrise parfaite de l'art épistolaire. Ancienne élève des Ursulines de Lyon, elle avait reçu une éducation exceptionnelle qui lui permettait de converser avec aisance sur tous les sujets, littérature, philosophie, sciences naturelles, économie politique. Elle tenait la correspondance de l'établissement avec une élégance de style qui impressionnait même les diplomates les plus cultivés et aidait les voyageurs dans leurs démarches administratives les plus complexes. Sa bibliothèque personnelle, occupant tout un mur de sa chambre, contenait des traités de droit international, des manuels de comptabilité commerciale, des recueils de jurisprudence et, curieusement, plusieurs ouvrages de médecine légale qu'elle consultait, expliquait-elle avec un sourire innocent par simple curiosité intellectuelle. Les sœurs Beaumont avaient quitté Lyon en 1834, officiellement pour fuir les troubles liés aux révoltes des Canutes qui avaient ensanglanté la capitale des Gaules. Leur père, Pierre-Henri Beaumont, négociant en soierie établi rue Mercière dans le cœur du quartier commerçant, était prétendument mort ruiné après l'effondrement de ses affaires lors des émeutes ouvrières de novembre 1831. Leur mère, Marie-Louise, née Dufresne, fille d'un pharmacien de la Croix-Rousse, avait succombé à une phtisie foudroyante l'année suivante, laissant ses 4 filles orphelines et sans ressources. Sans fortune ni perspective matrimoniale dans une société bouleversée par les troubles sociaux, les 4 femmes avaient choisi l'exil vers cette terre promise qu'était devenue le Mexique pour tant d'Européens en quête de fortune ou fuyant les persécutions politiques. La pension des demoiselles Beaumont avait rapidement acquis une réputation enviable dans toute la région. Les appartements,
Meublé avec un goût exquis, grâce aux quelques biens familiaux prétendument sauvés de la débâcle lyonnaise, offrait un confort rare dans cette région, encore marquée par la rudesse coloniale. Linge de maison brodé au monogramme de la famille, vaisselle de porcelaine de Limoges, argenterie aux armes des Beaumont, mobilier d'époque Louis XVI. Tout concourait à créer une atmosphère de raffinement aristocratique qui contrastait délicieusement avec l'exotisme mexicain. L'établissement accueillait exclusivement une clientèle aisée, pratiquant des tarifs élevés qui décourageaient les petits bourgeois, mais attiraient cette élite européenne désireuse de maintenir son train de vie habituel, même en terre d'exil. Le premier décès suspect remonte au 15 octobre 1836. Date qui marqua le début d'une série macabre dont l'ampleur ne serait révélée que bien plus tard. Monsieur Louis-Auguste Favier, négociant en textile venu de Marseille, séjournait depuis 3 semaines à la pension dans l'appartement le plus luxueux de l'établissement. Cet homme de 54 ans, d'une constitution robuste malgré ses cheveux grisonnants et ses rides creusées par les soleils méditerranéens, projetait d'établir un comptoir commercial pour importer des soieries françaises vers les marchés mexicains en pleine expansion. Favier avait bâti sa fortune dans le négoce avec l'Orient, important des étoffes précieuses qu'il revendait aux manufacturiers lyonnais. Veuf depuis 5 ans et sans descendance, il avait décidé de se lancer dans une nouvelle aventure commerciale qui devait couronner une carrière déjà brillante. Ses relations dans les milieux financiers marseillais lui avaient permis de réunir un capital considérable pour cette entreprise ambitieuse. Le négociant marseillais transportait avec lui une somme considérable. 15 000 francs, or soigneusement répartis dans plusieurs bourses de cuir, et l'équivalent de 8 000 piastres espagnols changés à Veracruz, destinés à financer ses premières acquisitions de tissus et l'installation de ses bureaux commerciaux. Il ne cachait pas sa richesse, arborant même avec une certaine ostentation une montre à gousset en or massif ornée des armes de sa famille, une bague sertie d'un diamant de 3 carats qu'il avait hérité de son grand-père armateur, et une chaîne de montre ornée de breloques rapportées de ses voyages en Extrême-Orient. Sa garde-robe témoignait également de son aisance. Redingote de drap anglais, gilet de soie brodé, chemise de batiste fine, chaussures de cuir italien confectionnées sur mesure. Favier avait rapidement conquis l'estime et l'affection des 4 sœurs par sa courtoisie naturelle et sa conversation brillante. Homme cultivé, grand lecteur, il possédait cette urbanité méridionale qui le rendait irrésistible en société. Chaque soir, il rejoignait la famille pour dîner dans le salon principal, racontant ses projets avec un enthousiasme contagieux et régalant ses hôtesses d'anecdotes savoureuses sur ses voyages commerciaux. Célestine lui préparait ses plats préférés, adaptant avec art les recettes provençales aux ingrédients locaux, bouillabaisse revisitée avec les poissons du Rio Grande, ratatouille aux légumes mexicains, tapenade relevée de piments doux. Hortense lui massait les tempes avec des huiles essentielles quand il se plaignait de maux de tête liés à l'altitude inhabituelle pour un homme du littoral. Victoire l'aidait à rédiger sa correspondance commerciale en espagnol, corrigeant ses barbarismes avec une patience toute maternelle. Quant à Isabelle, elle l'introduisit auprès des notables locaux, susceptibles de faciliter ses démarches. Banquier de la Casa de Cambio Hernandez, négociant en métaux précieux, consul honoraire d'Espagne. Le 14 octobre au soir, Favier semblait en parfaite santé et d'excellente humeur. Il avait dîné avec appétit d'un civet de lièvre aux épices douces, préparé par Célestine, accompagné d'un vin de Bordeaux Château Margaux 1828, qu'il avait lui-même apporté de France et qu'il réservait pour les grandes occasions. Le repas s'était prolongé tard dans la soirée, agrémenté de conversations sur l'avenir commercial du Mexique et les perspectives d'investissement dans la région. Vers 10 heures, il s'était retiré dans sa chambre après avoir remercié chaleureusement ses hôtesses pour leur hospitalité constante et leur avoir annoncé qu'il comptait rester encore au moins 1 mois pour finaliser ses projets. Il projetait de se lever tôt le lendemain pour visiter une filature située dans les faubourgs de la ville, où il espérait nouer des relations d'affaires fructueuses.
Le matin du 15 octobre, Favier ne descendit pas prendre son petit déjeuner à 8 heures précises, comme il en avait l'habitude depuis son arrivée. Inquiète de cette absence inhabituelle chez un homme d'une ponctualité remarquable, Hortense monta frapper à sa porte avec la délicatesse qui la caractérisait. N'obtenant pas de réponse malgré ses appels répétés, elle redescendit chercher Isabelle pour l'informer de cette anomalie. Les deux sœurs remontèrent ensemble et utilisèrent le passe-partout pour pénétrer dans la chambre numéro 7, l'appartement de prestige que Favier occupait depuis 3 semaines. Elles découvrirent le négociant étendu sur son lit à baldaquin, encore vêtu de sa chemise de nuit en batiste brodée, les bras le long du corps dans une position qui suggérait un décès paisible survenu pendant le sommeil. Son visage, habituellement coloré par le hâle méditerranéen, avait pris une teinte livide inquiétante, et ses lèvres étaient légèrement violacées, comme s'il avait souffert d'une insuffisance respiratoire. Ses traits, figés dans une expression de surprise douloureuse, témoignaient cependant d'une agonie brève mais intense qui contredisait l'apparente sérénité de la scène. Le médecin local, le docteur Ignacio Vasquez, arriva 1 heure plus tard, après avoir été mandé en urgence par Isabelle. Cet homme âgé de 62 ans, formé à l'Université de Mexico où il avait obtenu ses grades avec les plus grands honneurs, jouissait d'une réputation solide dans toute la région pour sa compétence et son intégrité. Médecin des familles les plus aisées de San Luis Potosí, il avait traité pendant 40 ans toutes les maladies tropicales et connaissait parfaitement les pathologies affectant les Européens nouvellement arrivés dans la région. Son examen, mené avec la méticulosité qui le caractérisait, révéla tous les signes classiques d'une crise cardiaque foudroyante. Rigidité cadavérique précoce témoignant d'une mort survenue plusieurs heures auparavant, légère cyanose des extrémités indiquant une défaillance circulatoire, absence de blessures visibles ou de traces de violence, pupilles dilatées évoquant un arrêt cardiaque brutal. Il attribua ce décès inattendu à la conjugaison de plusieurs facteurs défavorables. L'âge du patient qui approchait de la soixantaine, l'altitude inhabituelle pour un homme habitué au niveau de la mer méditerranéenne, la chaleur exceptionnelle de cette saison qui mettait à rude épreuve les organismes européens, et probablement un excès de table lors du dîner de la veille. Les sœurs Beaumont manifestèrent une douleur sincère et profonde qui émut tous les témoins de cette tragédie. Isabelle pleura ouvertement en apprenant la nouvelle, expliquant entre ses sanglots combien elle s'était attachée à cet homme si généreux, si cultivé, si prévenant envers sa famille. Célestine s'effondra en apprenant qu'elle ne pourrait plus régaler ce convive exceptionnel de ses spécialités culinaires. Hortense se reprocha amèrement de n'avoir pas su déceler les signes avant-coureurs de cette crise fatale. Victoire pleura la perte d'un interlocuteur si raffiné avec qui elle avait passé des heures délicieuses à discuter littérature et philosophie. Elles organisèrent des funérailles dignes de l'estime qu'elles portaient aux défunts, prenant en charge tous les frais sans regarder à la dépense. Le service religieux célébré en la cathédrale de San Luis Potosí par Monseigneur Herrera lui-même rassembla toute la communauté française de la ville ainsi que de nombreux notables mexicains qui avaient eu l'occasion d'apprécier la courtoisie du négociant marseillais. Les sœurs firent confectionner une couronne de fleurs exotiques dont les parfums embaumèrent toute la nef de la cathédrale. Victoire prononça même un éloge funèbre particulièrement émouvant, retraçant avec éloquence les qualités humaines du défunt et sa passion communicative pour les échanges commerciaux entre les peuples. Après les obsèques, les sœurs s'occupèrent avec un dévouement exemplaire de régler tous les détails de la succession. Elles retrouvèrent dans les papiers du défunt l'adresse de sa sœur unique à Marseille, Madame veuve Alphonse Girard, demeurant rue Canebière, à qui elles écrivirent une lettre de 4 pages, d'une sensibilité exquise, décrivant les derniers instants paisibles de leur frère et l'affection sincère que toute la pension lui portait. Elles y joignirent les effets personnels les plus précieux. Sa montre à gousset soigneusement emballée dans de la soie, sa bague aux diamants enveloppée dans un écrin de velours, et ses vêtements les mieux conservés qui pourraient servir de relique familiale.
Curieusement, les importantes sommes d'argent que Favier transportait selon ses propres déclarations n'apparurent jamais dans l'inventaire officiel de ses biens personnels dressé par le greffier municipal. Interrogées avec déférence par le fonctionnaire chargé d'établir l'acte de décès, les sœurs expliquèrent avec une logique imparable qu'un homme si prévoyant avait probablement déposé ses fonds dans une banque locale avant de mourir, par prudence élémentaire. Elles suggérèrent de s'adresser en priorité à la Casa de Cambio Hernandez, l'établissement financier le plus réputé et le plus sûr de la ville, où les Européens fortunés avaient coutume de confier leurs capitaux. Malheureusement, malgré des recherches approfondies menées par les autorités compétentes, aucune trace d'un tel dépôt ne fut retrouvée, ni dans cet établissement, ni dans aucune autre banque de San Luis Potosí ou des villes environnantes. Les mois suivants virent se succéder d'autres décès dans des circonstances étrangement similaires, suivant un schéma qui ne deviendrait évident qu'avec le recul. En novembre 1836, ce fut au tour de Wilhelm von Stauffen, ingénieur prussien de 38 ans, de succomber à ce qui ressemblait à une violente dysenterie tropicale d'une virulence exceptionnelle. Cet homme, arrivé 6 semaines plus tôt pour superviser l'installation d'une nouvelle machine d'extraction révolutionnaire dans les mines de Real de 14, était pourtant réputé pour son excellente santé physique et sa résistance au climat difficile. Von Stauffen incarnait parfaitement cette nouvelle génération d'ingénieurs européens formés dans les meilleures écoles techniques du continent. Diplômé de l'école royale des mines de Berlin, il avait déjà supervisé des chantiers en Silésie, en Bohême et dans les Balkans avant d'accepter cette mission mexicaine. Grand et athlétique, il pratiquait chaque matin des exercices gymnastiques dans le patio de la pension, impressionnant les autres pensionnaires par sa vigueur physique et sa discipline personnelle. Son teint hâlé, ses muscles saillants, sa démarche énergique témoignaient d'une constitution exceptionnellement robuste. L'ingénieur prussien possédait une fortune considérable, fruit des brevets qu'il avait déposés sur plusieurs innovations techniques révolutionnaires dans le domaine de l'extraction minière. Ses inventions, protégées dans tous les pays européens, lui rapportaient des royalties substantielles qui s'ajoutaient à ses émoluments de consultant international. Il portait constamment sur lui une sacoche de cuir de Russie contenant des liasses de thaler prussiens, flambant neufs et des traites bancaires tirées sur les établissements berlinois les plus prestigieux. Sa garde-robe, bien que fonctionnelle, témoignait de son aisance. Costume de drap anglais résistant aux intempéries, bottes de cuir moldave, montre de précision suisse. La veille de sa mort, von Stauffen avait reçu par courrier diplomatique une importante somme d'argent expédiée par ses commanditaires berlinois pour financer l'achat d'équipements supplémentaires nécessaires à l'installation de sa machine révolutionnaire. Il avait d'ailleurs fait part de sa satisfaction aux 4 sœurs, expliquant que cette arrivée de fonds lui permettrait d'accélérer considérablement ses travaux et de retourner en Prusse dès le printemps suivant. Le 23 novembre au soir, après un dîner apparemment normal où il avait fait honneur au coq, au vin préparé par Célestine, l'ingénieur se plaignit de crampes abdominales inhabituelles qui lui tordaient le ventre par vagues douloureuses. Hortense accourut immédiatement avec sa sollicitude coutumière et lui prépara une tisane de camomille additionnée de miel pour calmer ses douleurs intestinales. Malgré ce remède traditionnel, l'état du malade empira rapidement. Vers minuit, des gémissements de plus en plus forts montèrent de sa chambre, alertant toute la maisonnée. Célestine accourut la première et le trouva en proie à des nausées violentes qui le secouaient convulsivement. Elle lui apporta une bassine de porcelaine et resta à son chevet pour l'assister dans ses moments de faiblesse, épongeant son front couvert de sueur froide et lui prodiguant des paroles réconfortantes. Malgré ses soins attentifs et dévoués, von Stauffen s'affaiblissait rapidement, perdant ses forces à vue d'œil. Les crampes se succédaient par vagues de plus en plus rapprochées, alternant avec des périodes d'épuisement complet. Au petit matin, il avait sombré dans un coma profond dont il ne sortit jamais, son organisme rongé par un mal mystérieux qui défiait tous les remèdes traditionnels. Le docteur Vasquez, mandé en urgence dès les premiers symptômes alarmants,
diagnostiqua une dysenterie tropicale particulièrement virulente, probablement causée par l'ingestion d'eau contaminée ou d'aliments avariés. Il expliqua avec l'autorité de son expérience que certains Européens, même les plus robustes en apparence, supportaient mal l'adaptation aux épices locales et aux parasites intestinaux présents dans l'eau des puits régionaux. L'ingénieur prussien fut inhumé dans le cimetière municipal après un service religieux sobre mais digne organisé par les sœurs Beaumont. Sa sacoche de cuir contenant sa fortune ne fut jamais retrouvée, malgré les recherches minutieuses effectuées dans sa chambre et dans toute la pension. En janvier 1837, James MacLeod, représentant d'une compagnie minière écossaise, mourut dans d'atroces souffrances que le médecin interpréta comme les symptômes d'une fièvre paludéenne particulièrement virulente, bien que la région ne fût pas réputée marécageuse. Cet homme de 46 ans, au teint rougeau caractéristique des Highlanders et à la corpulence respectable témoignant d'une vie prospère, était arrivé à la pension 3 mois plus tôt avec des lettres de recommandation des plus hautes autorités consulaires britanniques. MacLeod représentait les intérêts de la Glasgow Mining Company, l'une des plus importantes sociétés d'extraction de Grande-Bretagne, et négociait l'acquisition de plusieurs concessions aurifères prometteuses dans la région de Zacatecas. Ses mandants lui avaient accordé une liberté d'action exceptionnelle et des crédits quasi illimités pour mener à bien cette mission stratégique qui devait ouvrir à la compagnie écossaise les marchés mexicains en pleine expansion. L'Écossais se distinguait par sa jovialité communicative et sa générosité légendaire qui lui avait valu l'affection de tous les habitants de la pension. Chaque semaine, il organisait des soirées musicales dans le grand salon, accompagnant au piano avec un talent remarquable les chansons traditionnelles françaises qu'entonnaient les 4 sœurs de leur voix harmonieuse. Il ne comptait jamais ses dépenses, offrant régulièrement des cadeaux somptueux à ses hôtesses. Châles de cachemire des Indes pour Isabelle, épices rares rapportées des Antilles pour Célestine, livres de médecine reliés en maroquin pour Hortense, papier à lettres de luxe orné de ses armes familiales pour Victoire. MacLeod transportait sa fortune considérable sous 2 formes principales. Lettres de change tirées sur la banque de Glasgow pour les montants les plus importants, et souverains d'or anglais qu'il conservait dans un coffret d'acajou fermé à double tour pour les dépenses courantes. Il possédait également une collection de bijoux familiaux qu'il comptait vendre aux collectionneurs mexicains pour financer une partie de ses investissements. Bagues serties de pierres précieuses écossaises, broches aux armes de son clan, montre de gousset ayant appartenu à son grand-père. Le 15 janvier, au retour d'une excursion organisée pour visiter les ruines préhispaniques des environs de la ville, MacLeod fut pris de frissons violents qui le secouaient de la tête aux pieds malgré la chaleur de l'après-midi. Hortense le soigna immédiatement avec le dévouement qui la caractérisait, lui administrant des décoctions de quinquina pour combattre la fièvre naissante selon les méthodes thérapeutiques les plus modernes. Elle lui prépara également des cataplasmes d'argile pour abaisser sa température corporelle et des tisanes rafraîchissantes pour maintenir son hydratation. Malgré ses efforts soutenus et ses soins constants, l'état du malade empira de façon dramatique. La fièvre monta rapidement jusqu'à atteindre des niveaux dangereux. MacLeod délirait pendant de longues heures, parlant dans son dialecte écossais de fantômes ancestraux qui venaient le chercher pour l'emmener dans les brumes des Highlands. Ces périodes de lucidité s'espaçaient progressivement, alternant avec des phases de délire où il ne reconnaissait plus personne. Au bout de 6 jours d'agonie méthodiquement documentés par Hortense dans ses carnets médicaux, il rendit son dernier souffle dans les bras de ses 4 anges gardiens, comme il les appelait affectueusement dans ses moments de conscience. Les funérailles de MacLeod furent particulièrement émouvantes et rassemblèrent un public considérable. Toute la communauté britannique de San Luis Potosí y assista, ainsi que plusieurs notables mexicains avec qui l'Écossais avait noué des relations d'affaires prometteuses.
Le consul britannique de Mexico, Sir Edmund Thornbury, fit même le déplacement spécialement pour rendre un dernier hommage à ce compatriote si estimé et dont la mission revêtait une importance stratégique pour les intérêts de Sa Majesté. Victoire lut un poème qu'elle avait composé en son honneur durant les nuits de veille, évoquant avec une sensibilité exquise sa générosité naturelle, sa bonté d'âme et cette joie de vivre qui illuminait la pension de sa présence chaleureuse. Étrangement, le précieux coffret d'acajou de MacLeod, qu'il manipulait pourtant quotidiennement sous les yeux de tous, demeura absolument introuvable malgré des recherches exhaustives menées dans toute la demeure. Les sœurs expliquèrent avec logique qu'ils l'avaient probablement confié au coffre-fort de quelques banques locales pour des raisons de sécurité élémentaires, mais aucune investigation approfondie ne permit de le localiser dans aucun établissement financier de la région. Ces lettres de change furent expédiées à Glasgow selon les procédures consulaires, mais leur valeur réelle et les conditions de leur encaissement restèrent un mystère que les autorités britanniques ne parvinrent jamais à élucider complètement. En mars 1837, ce fut Amadeo Ricci, banquier italien de 52 ans, qui périt d'un mal mystérieux provoquant convulsions et paralysie progressive, dans des circonstances qui commençaient à éveiller quelques soupçons chez les observateurs les plus attentifs. Cet homme distingué, aux manières raffinées d'aristocrate florentin et aux français impeccables teintés d'un léger accent toscan, représentait les intérêts de la prestigieuse Banca Toscana dans ses négociations délicates avec le gouvernement mexicain pour l'établissement de nouveaux circuits financiers entre l'Europe et l'Amérique latine. Ricci était arrivé à la pension en février, initialement accompagné d'un secrétaire particulier, Giovan, homme érudit, qui l'assistait dans ses transactions les plus complexes. Cependant, ce collaborateur était reparti vers Mexico après quelques jours seulement, rappelé d'urgence par ses supérieurs pour traiter d'autres affaires bancaires, laissant son patron seul à San Luis Potosí pour finaliser les négociations locales. Cette solitude soudaine arrangeait parfaitement les projets des sœurs Beaumont, même si elles manifestèrent une déception polie de voir partir ce jeune homme si charmant. Le banquier italien possédait une fortune personnelle considérable, fruit d'investissements judicieux dans les obligations d'État et les actions de compagnies minières européennes en pleine expansion. Il portait constamment sur lui un portefeuille en maroquin rouge de Florence, contenant des titres au porteur d'une valeur inestimable, ainsi que des lettres de crédit sur les principales banques européennes. Sa chambre, la plus spacieuse de la pension, après celle qu'avait occupée Favier, ressemblait davantage à un bureau financier qu'à un appartement de voyageur. Documents classés avec une méthode maniaque, correspondance chiffrée avec ses associés de Florence, Vienne et Londres, registre comptable tenu avec cette précision légendaire des banquiers toscans, et même une petite bibliothèque de traités économiques qu'il consultait quotidiennement. Ricci appréciait particulièrement la compagnie de Victoire, la plus érudite des 4 sœurs et celle dont la conversation égalait celle des salons parisiens les plus brillants. Chaque soir, après le dîner servi dans la salle à manger principale, il se retirait dans la bibliothèque de la demeure pour des discussions passionnées qui se prolongeaient souvent jusqu'à minuit. Ils évoquaient ensemble les dernières parutions littéraires, débattaient d'économie politique selon les théories les plus modernes, analysaient les évolutions de la situation européenne et confrontaient leur vision de l'avenir commercial du continent américain. Victoire l'aidait également à perfectionner son espagnol en lui faisant lire des chroniques locales soigneusement sélectionnées et lui prodiguait des conseils précieux pour mieux comprendre les subtilités psychologiques de la mentalité mexicaine dans les affaires. Le 28 mars au matin, Ricci se plaignit d'engourdissements inhabituels dans les mains qui l'empêchaient de tenir correctement sa plume pour rédiger sa correspondance quotidienne. Hortense, toujours prompte à secourir les pensionnaires souffrants, attribua immédiatement ce malaise à des rhumatismes articulaires fréquents chez les hommes de son âge, surtout après des années passées dans les bureaux humides des banques italiennes. Elle lui prépara avec empressement des cataplasmes d'herbes apaisantes selon des recettes familiales transmises de génération en génération,
et lui massa longuement les articulations avec des huiles essentielles aux propriétés anti-inflammatoires réputées. Mais les symptômes s'aggravèrent de façon inexorable et particulièrement inquiétante. Le banquier perdit progressivement l'usage de ses membres inférieurs, puis supérieurs, selon une progression méthodique qui évoquait certaines pathologies neurologiques décrites dans les traités médicaux les plus récents. Sa parole devint confuse et hésitante, ses pensées se brouillaient par moments, et des spasmes douloureux le secouaient par intervalles réguliers, comme s'il était soumis à quelque torture invisible. Son visage, habituellement coloré par la bonne santé toscane, prit progressivement une teinte cireuse particulièrement alarmante. Le docteur Vasquez, mandé en urgence par Isabelle, qui feignait parfaitement l'inquiétude la plus sincère, resta perplexe devant ce tableau clinique inhabituel qui ne correspondait à aucune des pathologies tropicales qu'il connaissait par 40 années de pratique. Après un examen approfondi et de multiples consultations de ses manuels médicaux, il évoqua prudemment une possible intoxication alimentaire d'origine végétale, peut-être causée par des champignons vénéneux que le malade aurait consommés lors d'une promenade en campagne. Cette hypothèse semblait d'autant plus plausible que Ricci était un amateur passionné de mycologie et collectionnait avec enthousiasme les spécimens rares qu'il trouvait dans les environs de la ville lors de ses excursions botaniques hebdomadaires. L'agonie du banquier dura 3 jours entiers, pendant lesquels les 4 sœurs se relayèrent à son chevet avec un dévouement exemplaire, lui prodiguant tous les soins possibles et priant à haute voix pour son rétablissement. Isabelle fit même venir à grands frais un médecin réputé de Mexico, le docteur Hernandez, spécialiste des empoisonnements et des maladies rares, mais celui-ci arriva malheureusement trop tard pour sauver le malheureux. Ricci mourut dans la nuit du 30 et 1 mars, emportant avec lui le secret de ses dernières volontés et des codes d'accès à ses comptes bancaires les plus confidentiels. Son précieux portefeuille en maroquin rouge, qu'il ne quittait jamais et gardait même sous son oreiller pendant son sommeil, ne fut jamais retrouvé malgré les recherches minutieuses effectuées par les autorités dans chaque recoin de sa chambre. À chaque fois, selon un rituel désormais bien établi, les sœurs Beaumont manifestaient une douleur sincère et organisaient des obsèques dignes du rang social de leurs pensionnaires disparus. Elles prenaient contact avec les familles éprouvées par des lettres d'une sensibilité parfaite, réglaient personnellement tous les derniers détails administratifs avec une efficacité remarquable qui forçait l'admiration et accompagnait même parfois les dépouilles jusqu'au cimetière en versant des larmes qui semblaient authentiques à tous les témoins. La communauté européenne de San Luis Potosí leur était infiniment reconnaissante de ces attentions délicates envers leurs compatriotes défunts et de la dignité avec laquelle elles honoraient leur mémoire. Pourtant, certains détails commençaient à intriguer quelques observateurs particulièrement attentifs aux coïncidences troublantes. Le père Miguel Santos, vénérable prêtre de la cathédrale qui célébrait tous ses services funèbres avec une régularité croissante, remarquait avec un malaise grandissant que tous ces hommes mouraient invariablement seuls, sans aucun témoin direct, toujours pendant la nuit ou aux premières heures du jour quand le sommeil était le plus profond. De plus, leurs biens personnels, si ostensiblement exhibés de leur vivant, semblaient étrangement diminués par rapport aux descriptions détaillées qu'ils en faisaient à leurs interlocuteurs lors de leurs conversations quotidiennes. Le consul de France à Mexico, M. Édouard Lacroix, diplomate expérimenté de 58 ans, commençait également à s'interroger sur cette série de coïncidences statistiquement improbables. En l'espace de 6 mois seulement, il avait reçu 4 demandes officielles d'actes de décès concernant des ressortissants français ou des étrangers francophones morts dans la même pension de San Luis Potosí. Cette concentration géographique lui paraissait suspecte, d'autant que la ville ne connaissait aucune épidémie particulière durant cette période et que les autres établissements d'hébergement n'enregistraient aucun décès notable. Ces années d'expérience consulaire lui avaient appris à déceler les anomalies dans les rapports de routine, et quelque chose dans cette affaire éveillait ses instincts d'ancien enquêteur.
Face à ces interrogations légitimes, le consul Lacroix décida de confier discrètement une enquête préliminaire à M. Théodore Arnaud, attaché consulaire de 35 ans, qui possédait une solide formation juridique acquise à la faculté de droit de Paris et une expérience précieuse des investigations financières développées lors de précédentes missions en Amérique du Sud. Ancien clerc de notaire parisien, avant d'embrasser la carrière diplomatique par goût de l'aventure et des voyages, Arnaud avait déjà résolu plusieurs affaires délicates concernant des Français disparus en territoire étranger. L'attaché consulaire reçut pour mission officielle d'inspecter les conditions de vie de la communauté française locale et de rédiger un rapport détaillé sur les facilités offertes aux voyageurs compatriotes dans cette région, en pleine expansion économique. Cette couverture parfaite lui permettrait de mener ses investigations sans éveiller les soupçons éventuels des personnes impliquées dans ces décès suspects. Arnaud arriva à San Luis Potosí le 15 avril 1837 par la diligence régulière qui reliait Mexico à cette ville prospère en 3 jours de voyage. Homme de taille moyenne, aux traits fins intelligents et au regard perçant d'observateur professionnel, il portait avec élégance le costume sombre réglementaire des fonctionnaires consulaires. Sa première visite fut naturellement pour la pension des demoiselles Beaumont, réputée dans toute la région être l'établissement le plus accueillant et le plus confortable pour les voyageurs européens de qualité. Il fut reçu avec tous les égards dus à son rang diplomatique et à sa mission officielle. Isabelle en personne lui fit visiter les appartements disponibles, vantant avec une éloquence persuasive le confort exceptionnel et la tranquillité de sa maison comparée aux autres hébergements de la ville. Célestine lui proposa gracieusement de goûter quelques-unes de ses spécialités culinaires qui faisaient l'admiration de tous leurs pensionnaires. Hortense s'enquit avec sollicitude de sa santé après le voyage fatigant depuis Mexico et lui offrit ses services d'infirmière experte pour tout malaise éventuel. Victoire lui présenta ses services pour toute correspondance officielle ou démarche administrative complexe auprès des autorités locales. Arnaud fut immédiatement frappé par la beauté saisissante et l'élégance raffinée de ces 4 femmes qui contrastaient de façon troublante avec l'image qu'il s'était formée de simples immigrées lyonnaises fuyant la misère sociale. Leur français parfait, dépourvu de tout accent régional, leur manière distinguée digne des salons parisiens, leur culture évidente qui transparaissait dans chaque conversation, leur aisance naturelle dans les relations sociales dénotaient une éducation aristocratique difficilement compatible avec leur histoire officielle. Il accepta néanmoins de prendre pension chez elle pour plusieurs semaines, expliquant qu'il devait séjourner dans la région le temps d'accomplir minutieusement sa mission d'inspection et de rédiger ses rapports détaillés. L'attaché consulaire était un homme méthodique et observateur, doté de cette faculté d'analyse qui permet de déceler les incohérences les plus subtiles dans les discours et les comportements. Formé aux techniques d'enquête par ses années de clerc de notaire parisien, où il avait appris à démêler les successions les plus complexes, il possédait cette patience et cette rigueur indispensables aux investigations délicates. Dès ses premiers jours à la pension, plusieurs détails significatifs attirèrent son attention professionnelle. D'abord, la richesse évidente du mobilier et de la décoration contrastait de façon flagrante avec l'histoire que racontaient les sœurs sur leur exil forcé de Lyon, après la ruine familiale. Les meubles d'époque, les tapis persans, l'argenterie massive, les tableaux de maître, les objets d'art disposés dans toutes les pièces témoignaient d'une fortune bien supérieure à ce qu'auraient pu sauver 4 femmes prétendument ruinées par la faillite paternelle. Cette opulence suggérait plutôt des rentrées d'argent considérables et récentes. Ensuite, leurs connaissances approfondies en médecine, en chimie, en botanique, paraissaient étrangement développées pour de simples bourgeoises lyonnaises dont l'éducation aurait dû se limiter aux arts d'agrément traditionnellement enseignés aux jeunes filles de bonne famille. Leur conversation révélait une maîtrise technique qui dépassait largement le niveau de la culture générale et s'apparentait davantage à une formation professionnelle spécialisée.
Enfin, leur aisance financière actuelle semblait totalement disproportionnée par rapport aux revenus réels que pouvait générer une pension, même parfaitement achalandée et pratiquant les tarifs les plus élevés de la région. Leurs dépenses quotidiennes, leur largesse envers les pauvres, leurs donations à l'Église, leurs investissements dans l'amélioration constante de leur établissement dénotaient des ressources mystérieuses qui ne correspondaient à aucune source de revenus légitime, identifiable. Intrigué par ces anomalies flagrantes, Arnaud entreprit discrètement de reconstituer l'historique précis des décès survenus dans l'établissement depuis son ouverture. Il rendit visite au docteur Vasquez sous prétexte officiel de s'enquérir des conditions sanitaires de la région pour les autorités françaises soucieuses de la santé de leurs ressortissants. Le vieux médecin, flatté de cette consultation officielle, lui confirma la singularité statistique de ces 4 décès consécutifs survenus dans le même établissement, mais maintint fermement ses diagnostics initiaux tout en reconnaissant certaines particularités troublantes. Il précisa toutefois que l'état de conservation des corps avait systématiquement rendu difficile un examen post-mortem approfondi. Tous ces hommes ayant été inhumés rapidement en raison de la chaleur et des usages locaux. L'attaché consulaire rencontra également de nombreux témoins directs ou indirects. Commerçants qui avaient eu des relations d'affaires avec les défunts, employés de la pension qui avaient côtoyé quotidiennement les victimes, membres influents de la communauté européenne qui les avaient fréquentés dans diverses circonstances sociales, fonctionnaires municipaux qui avaient traité leurs dossiers administratifs. Tous confirmaient unanimement que ces hommes étaient en parfaite santé physique et d'humeur excellente jusqu'à leurs derniers jours, projetant même des séjours prolongés et des investissements importants dans la région. Un détail particulièrement troublant émergea progressivement de ces témoignages croisés. Chacune des victimes avait systématiquement reçu des soins particuliers et personnalisés de la part d'une des 4 sœurs dans les jours précédant immédiatement sa mort mystérieuse. Favier avait été particulièrement dorloté par Célestine, qui lui préparait quotidiennement des tisanes spéciales selon des recettes familiales secrètes. Von Stauffen avait régulièrement bénéficié des massages thérapeutiques d'Hortense pour soulager ses prétendues tensions musculaires. MacLeod avait été soigné avec dévouement par Isabelle lors de ses premiers symptômes fiévreux. Ricci avait reçu les cataplasmes médicinaux de Victoire pour ses douleurs articulaires. Cette répartition systématique des soins suggérait une organisation méthodique plutôt que des élans spontanés de compassion. Intrigué par ces coïncidences troublantes qui dépassaient largement le domaine du hasard, Arnaud décida d'approfondir considérablement ses recherches sur le passé réel des 4 sœurs et leurs antécédents familiaux. Il écrivit confidentiellement au consul de France à Lyon, lui demandant de vérifier discrètement mais minutieusement l'histoire officielle de la famille Beaumont et de fournir tous les renseignements disponibles sur ces 4 femmes dans les archives municipales, commerciales et judiciaires. Cette enquête de routine consulaire ne pouvait éveiller aucun soupçon et s'inscrivait parfaitement dans le cadre de sa mission officielle. La réponse, qui lui parvint 3 semaines plus tard par courrier diplomatique sécurisé, fut absolument révélatrice et confirma ses pires soupçons. Aucune famille Beaumont, négociant en soierie rue Mercière, n'était répertoriée dans les registres commerciaux lyonnais des 20 dernières années, malgré des recherches exhaustives dans toutes les archives disponibles. En revanche, 4 femmes correspondant exactement au signalement physique et aux âges des sœurs avaient effectivement quitté Lyon en 1834, mais sous les noms véritables d'Isabelle, Célestine, Hortense et Victoire Deschamps, fille de Jean-Baptiste Deschamps, maître apothicaire établi dans le quartier populaire de la Croix-Rousse. L'affaire Deschamps avait défrayé la chronique judiciaire lyonnaise pendant plusieurs mois en 1833, alimentant tous les journaux locaux et passionnant l'opinion publique par ses aspects sordides. Jean-Baptiste Deschamps était fortement soupçonné d'avoir fourni personnellement du poison à sa propre épouse pour qu'elle élimine discrètement un riche client dont elle était devenue la maîtresse et qui menaçait de révéler leur liaison adultère. L'enquête judiciaire approfondie avait révélé que les 4 filles Deschamps
possédait toutes des connaissances exceptionnellement approfondies en pharmacologie et en toxicologie, héritées de leur formation précoce et intensive auprès de leur père, qui les employait comme assistantes dans son officine depuis leur plus jeune âge. Le dossier judiciaire, reconstitué par les soins du consul lyonnais, révélait des détails particulièrement troublants sur l'éducation reçue par ces 4 femmes. Dès l'âge de 12 ans, elles assistèrent leur père dans la préparation des remèdes les plus complexes, manipulant quotidiennement des substances toxiques, apprenant à calculer les dosages précis selon les constitutions physiques, étudiant les effets des différents poisons sur l'organisme humain. Cette formation intensive, déguisée en apprentissage familial traditionnel, leur avait donné une maîtrise technique qui rivalisait avec celle des médecins les plus expérimentés. Bien que les preuves fussent finalement insuffisantes pour une condamnation pénale définitive, les soupçons pesant sur la famille avaient été suffisamment lourds pour ruiner complètement leur réputation sociale et commerciale. La clientèle bourgeoise avait déserté l'officine. Les fournisseurs avaient rompu leur contrat. Les voisins les fuyaient ostensiblement. Face à cet ostracisme social insupportable et aux menaces de violence populaire, la famille avait préféré s'exiler discrètement pour échapper au scandale et tenter de refaire sa vie sous une nouvelle identité dans un pays où leur passé serait inconnu. Ces révélations accablantes confirmaient tous les soupçons d'Arnaud et expliquaient parfaitement l'origine des compétences médicales suspectes des 4 sœurs, ainsi que leur changement d'identité si bien orchestré. Mais il lui fallait encore établir des preuves irréfutables de leur culpabilité dans les morts mystérieuses de San Luis Potosí et découvrir leur méthode précise pour pouvoir les confondre devant un tribunal. L'attaché consulaire décida de poursuivre son enquête avec une extrême prudence, conscient qu'il évoluait désormais en terrain particulièrement dangereux. Il fit semblant d'être régulièrement souffrant de maux bénins et sollicita innocemment les soins d'Hortense pour observer minutieusement ses méthodes thérapeutiques et analyser la composition de ses préparations. La jeune femme lui prépara effectivement diverses décoctions à base de plantes qu'elle cultivait soigneusement dans le jardin secret de la pension, des onguents qu'elle fabriquait selon des formules héritées de sa grand-mère, et des cataplasmes aux propriétés supposées curatives. Arnaud fit analyser discrètement ces préparations par un pharmacien de Mexico, ancien condisciple de ses études parisiennes, qui avait émigré au Mexique et jouissait d'une réputation scientifique irréprochable. Les résultats de ces analyses chimiques dépassèrent ses appréhensions les plus pessimistes. Toutes ces préparations apparemment inoffensives contenaient des doses infimes mais calculées de substances toxiques diverses, insuffisantes pour provoquer une mort immédiate mais parfaitement capables de créer une dépendance physiologique progressive et d'affaiblir systématiquement les défenses naturelles de l'organisme. Un soir de mai particulièrement lourd, une nouvelle inquiétante parvint à la pension par la voix d'un voyageur de passage. Monsieur Gustave Perrin, riche armateur marseillais, venait d'arriver à San Luis Potosí et cherchait activement un logement de qualité digne de son rang social et de ses moyens financiers. Les sœurs Beaumont se montrèrent immédiatement et vivement intéressées par ce nouveau client potentiel, se renseignant avec une curiosité suspecte sur sa fortune, ses projets, sa situation familiale. Arnaud comprit avec effroi que le piège mortel était en train de se refermer inexorablement sur une nouvelle victime innocente. L'attaché consulaire était désormais face à un dilemme moral et tactique crucial qui engageait sa responsabilité personnelle et professionnelle. Devait-il révéler immédiatement ses soupçons aux autorités mexicaines au risque de voir les preuves disparaître et les coupables s'échapper, ou continuer patiemment son enquête pour rassembler des éléments irréfutables, quitte à laisser une nouvelle victime tomber dans le piège mortel? Il opta finalement pour une stratégie audacieuse et particulièrement risquée. Il décida de se faire passer lui-même pour une proie idéale et de laisser les sœurs organiser sa propre élimination, tout en prenant secrètement les précautions nécessaires pour retourner la situation à son avantage et les confondre en flagrant délit. Arnaud commença par modifier subtilement mais significativement son comportement quotidien pour attirer l'attention cupide des 4 sœurs.
Il se mit à exhiber ostensiblement une bourse bien garnie, prétendant avoir reçu des fonds consulaires importants pour financer ses missions d'inspection dans toute la région. Il évoqua devant ses hôtesses un héritage familial conséquent qu'il venait prétendument de recevoir de son grand-oncle décédé, riche banquier parisien sans descendance directe. Il laissa traîner négligemment dans sa chambre de fausses lettres bancaires, soigneusement contrefaites, attestant de dépôts substantiels à son nom dans plusieurs établissements financiers européens prestigieux. La réaction des 4 femmes ne se fit pas attendre et confirma tous ses soupçons. Leurs attentions se multiplièrent de façon presque caricaturale. Isabelle l'invita à des promenades romantiques et solitaires dans les environs pittoresques de la ville, loin de tout témoin potentiel. Célestine lui prépara des plats de plus en plus raffinés et personnalisés, s'enquérant avec insistance de ses goûts culinaires préférés. Hortense se montra particulièrement préoccupée par sa santé, lui recommandant quotidiennement des tisanes fortifiantes et des remèdes préventifs contre les maladies tropicales. Victoire l'aida complaisamment à rédiger de prétendus rapports consulaires confidentiels, prenant ainsi connaissance de ses activités quotidiennes et de ses projets futurs. Parallèlement à cette comédie dangereuse, Arnaud avait discrètement établi un réseau d'informateurs locaux qui lui permettait de surveiller les activités suspectes des sœurs. Le père Santos, intrigué par ses propres observations sur les morts mystérieuses et séduit par la personnalité de l'enquêteur, accepta de l'aider en échange de la promesse que justice serait rendue aux victimes. Un employé de la poste locale, moyennant une rémunération généreuse et la garantie de l'immunité consulaire, lui communiquait régulièrement la liste détaillée des envois effectués par les sœurs Beaumont vers l'étranger. Un commis de la Casa de Cambio Hernandez, corrompu par l'or français, lui signalait scrupuleusement toutes leurs opérations financières et leurs manipulations de devises. Les informations recueillies par cette surveillance systématique révélèrent progressivement un système criminel parfaitement organisé et d'une sophistication remarquable. Chaque mois, les sœurs expédiaient discrètement des sommes importantes vers diverses banques européennes, utilisant habilement des prête-noms différents et des circuits financiers complexes pour brouiller les pistes. Elles possédaient plusieurs comptes secrets sous de fausses identités soigneusement construites, alimentés régulièrement par des versements en or et en devises étrangères, provenant de sources non identifiées officiellement. Plus troublant encore, Arnaud découvrit progressivement que leur réseau criminel s'étendait largement au-delà de San Luis Potosí et formait probablement une véritable toile d'araignée continentale. Des correspondances codées partaient régulièrement vers d'autres villes mexicaines où séjournaient temporairement des Européens fortunés. Guadalajara, Puebla, Veracruz, Mexico elle-même. Il commençait à soupçonner l'existence d'une organisation criminelle internationale dont les 4 sœurs n'étaient peut-être qu'un maillon régional, certes important mais non unique. Le mystère s'épaissit considérablement quand Arnaud apprit par ses investigations généalogiques l'existence d'une 5e sœur Deschamps, prénommée Augustine, qui n'avait jamais quitté la France et dont le sort demeurait mystérieux. Ses recherches approfondies révélèrent qu'elle était décédée dans des circonstances particulièrement suspectes à Lyon en 1834, quelques mois seulement avant le départ précipité de ses sœurs pour le Mexique. Son testament, rédigé in extremis sur son lit de mort par un notaire complaisant, léguait intégralement tous ses biens aux 4 autres sœurs, leur fournissant ainsi les capitaux nécessaires à leur installation mexicaine. Cette découverte jetait un éclairage sinistre et définitif sur les véritables motivations des sœurs Beaumont. Elles avaient probablement commencé leur carrière criminelle en France même, éliminant froidement leur propre sœur pour s'emparer de son héritage substantiel et financer leur exil vers des cieux plus cléments. Ce premier meurtre familial avait été parfaitement maquillé en mort naturelle grâce à la complicité active de leur père, lui-même déjà initié aux pratiques criminelles depuis l'affaire d'empoisonnement de 1833 qui avait ruiné sa réputation mais affûté ses compétences homicides. Au début du mois de juin 1837,
l'armateur marseillais Gustave Perrin s'installa effectivement à la pension des demoiselles Beaumont dans des circonstances qui ne pouvaient qu'éveiller l'intérêt criminel de ses hôtesses. Cet homme de 48 ans, à la barbe soigneusement taillée selon la mode bourgeoise et aux manières respectables de négociants prospères, correspondait parfaitement au profil type des victimes précédentes par sa situation personnelle et financière. Perrin incarnait cette nouvelle génération d'entrepreneurs français qui profitaient de l'ouverture des marchés latino-américains pour développer des empires commerciaux transcontinentaux. Veuf depuis 5 ans après un mariage heureux mais sans descendance, il avait décidé de consacrer le reste de sa vie à une aventure commerciale ambitieuse qui devait couronner une carrière déjà brillante dans le négoce méditerranéen. Ses relations dans les milieux financiers marseillais, construites patiemment pendant 20 années d'activité, lui avaient permis de réunir un capital considérable pour cette entreprise révolutionnaire. L'armateur transportait avec lui une fortune qui dépassait largement celle de ses prédécesseurs. Plus de 30 000 francs, or répartis stratégiquement dans plusieurs cachettes secrètes, des lettres de crédit sur les principales banques européennes pour un montant équivalent, et surtout un carnet d'adresses commerciales d'une valeur inestimable contenant les coordonnées de tous ses correspondants dans le monde entier. Son projet consistait à établir une ligne régulière de navires entre Marseille et Veracruz, révolutionnant ainsi les échanges commerciaux entre l'Europe et le Mexique. Perrin fut immédiatement séduit par l'accueil chaleureux et raffiné des 4 sœurs qui déployèrent pour lui leur charme avec un art consommé. Il loua sans hésiter leurs appartements les plus luxueux et ne ménagea pas ses compliments sur la qualité exceptionnelle de leurs services comparés aux autres établissements qu'il avait fréquentés au cours de ses voyages. Très rapidement, une routine quotidienne s'établit selon le schéma désormais parfaitement rodé par les meurtrières. Petit déjeuner en compagnie d'Isabelle, qui lui prodiguait des conseils avisés sur les investissements locaux et les personnalités influentes. Déjeuner préparé avec amour par Célestine, selon ses goûts personnels soigneusement étudiés. Après-midi de repos sous la surveillance attentive d'Hortense qui veillait à sa santé. Soirée de correspondance avec l'aide précieuse de Victoire qui l'assistait. Dans la rédaction de ses lettres d'affaires, Arnaud observait cette mise en scène macabre avec un mélange de fascination professionnelle et d'effroi personnel. Il reconnaissait exactement le même schéma méthodique que pour les victimes précédentes. Isolement progressif de l'étranger par rapport à ses compatriotes, création d'une dépendance affective et sociale vis-à-vis de ses hôtesses, étude minutieuse de ses habitudes quotidiennes et de l'étendue de sa fortune, identification de ses faiblesses physiques et psychologiques. Les 4 sœurs déployaient leur talent criminel avec un professionnalisme glaçant qui témoignait d'années d'expérience et de perfectionnement. L'attaché consulaire remarqua également que chaque sœur avait développé sa propre spécialité criminelle avec une précision d'expert. Isabelle excellait dans l'art de la manipulation psychologique et de l'extorsion d'informations confidentielles. Elle amenait subtilement ses victimes à révéler l'étendue exacte de leur fortune, leurs projets d'investissement futurs, leurs relations familiales, leurs testaments, leurs codes bancaires. Son charme aristocratique naturel et sa culture étendue inspiraient une confiance immédiate, même aux hommes d'affaires les plus méfiants. Célestine maîtrisait parfaitement l'art redoutable de l'empoisonnement culinaire dans ses aspects les plus raffinés. Ses connaissances approfondies en botanique et en chimie, héritées de son éducation d'apothicaire, lui permettaient d'administrer des doses précises de substances toxiques dissimulées dans des mets délicieux qui masquaient parfaitement le goût des poisons. Elle utilisait principalement des plantes locales aux propriétés mortelles soigneusement cultivées dans le jardin secret. Graines de ricin finement broyées, champignons vénéneux réduits en poudre impalpable, extrait de digital savamment dosé selon le poids et la constitution de chaque victime. Hortense s'était spécialisée dans les méthodes paramédicales d'administration de toxiques par voie externe. Ces massages thérapeutiques apparemment bienfaisants dissimulaient l'injection de poison par voie cutanée grâce à des aiguilles microscopiques trempées dans des solutions concentrées.
Ces tisanes médicinales contenaient des alcaloïdes toxiques qui provoquaient des symptômes ressemblant parfaitement à des maladies tropicales connues. Son aspect maternel et bienveillant écartait automatiquement tout soupçon de malveillance. Quant à Victoire, elle orchestrait magistralement la disparition des preuves et l'organisation des successions frauduleuses. Ses talents exceptionnels d'écriture lui permettaient de falsifier des testaments, de rédiger de fausses correspondances posthumes, d'effacer les traces financières des victimes, de corrompre les témoins potentiellement gênants. Elle entretenait également un réseau étendu de complicité avec des employés corrompus de l'administration locale qui fermaient les yeux sur les anomalies en échange de généreuses rétributions. Un événement fortuit et providentiel permit à Arnaud de découvrir l'ampleur réelle et terrifiante des activités criminelles des sœurs Beaumont. Le 10 juin au soir, un violent orage tropical éclata sur San Luis Potosí avec une violence inhabituelle même pour la saison. Les pluies torrentielles, accompagnées de vents destructeurs, s'abattirent pendant 6 heures consécutives sur la ville, provoquant des inondations dans les quartiers bas et l'effondrement partiel de plusieurs constructions anciennes. Dans le jardin de la pension, la tempête provoqua l'effondrement spectaculaire d'un mur de soutènement séculaire, révélant l'existence d'une cave secrète parfaitement dissimulée sous les fondations de la demeure coloniale. Cette découverte fortuite bouleversa les plans des sœurs qui tentèrent immédiatement de minimiser l'importance de cette trouvaille en prétendant qu'il s'agissait simplement d'anciennes caves à vin de l'époque espagnole. Prétextant galamment vouloir aider aux travaux de déblaiement et de consolidation urgents, Arnaud put explorer méthodiquement cette cache mystérieuse pendant que les sœurs s'affairaient à limiter les dégâts visibles. Ce qu'il y découvrit dépassa ses pires appréhensions et confirma définitivement la nature criminelle des activités de ses hôtesses. La cave secrète abritait un véritable laboratoire de chimie clandestine d'une sophistication remarquable. Alambic de cuivre perfectionné, cornu de verre soufflé, balance de précision d'orfèvre, collection systématique d'échantillons botaniques soigneusement étiquetés, fioles contenant des substances non identifiées aux couleurs inquiétantes, fours de calcination pour réduire certains végétaux en poudre. L'ensemble témoignait d'années de recherche méthodique et d'expérimentation systématique. Des étagères spécialement aménagées couraient le long des murs humides, chargées d'une bibliothèque spécialisée particulièrement révélatrice, traités de médecine légale récents, manuels de toxicologie appliquée, ouvrages de chimie pharmaceutique, recueils de jurisprudence sur les empoisonnements et même quelques livres interdits sur les techniques d'interrogatoire et de torture psychologique. Cette documentation technique confirmait le caractère scientifique et prémédité de leurs activités meurtrières. Plus terrifiante encore, Arnaud découvrit des registres détaillés et méticuleusement tenus, consignant les méthodes d'assassinat utilisées pour chaque victime avec une précision digne d'un rapport médical. Favier avait été empoisonné à la digitaline pure, administré dans son vin de Bordeaux favori, à une dose calculée pour provoquer un arrêt cardiaque en moins de 6 heures. Von Stoffen avait succombé à une dose massive d'arsenic blanc dissimulé dans sa tisane de camomille quotidienne et administrée progressivement pendant 3 jours. MacLeod était mort d'une injection de curare, concentré pratiqué pendant son sommeil à l'aide d'une seringue hypodermique. Ricci avait été intoxiqué par des spores de champignons vénéneux mexicains mélangés à ses cataplasmes médicinaux. Les registres révélaient également l'existence terrifiante d'autres victimes non répertoriées officiellement par les autorités locales. Des voyageurs isolés, sans famille, ni relations susceptibles de s'inquiéter de leur disparition, dont les morts n'avaient jamais été signalés au consulat. Mendiants étrangers, aventuriers solitaires, déserteurs militaires. Tous ces hommes sans attache avaient servi de cobayes pour perfectionner les techniques d'empoisonnement avant leur application aux victimes officielles plus fortunées. Le nombre total des meurtres s'élevait probablement à plus de 40 depuis l'installation des sœurs au Mexique. Arnaud découvrit également les preuves matérielles d'un système de dissimulation des corps particulièrement élaboré.
Certaines victimes expérimentales n'étaient pas mortes paisiblement dans leur lit comme les clients officiels, mais dans cette cave secrète où elles étaient séquestrées et torturées pour révéler l'emplacement de leurs richesses cachées ou les codes d'accès à leurs comptes bancaires. Des chaînes scellées dans les murs, des instruments de contrainte, des tables d'interrogatoire témoignaient de ces pratiques abominables. Muni de ces preuves irréfutables et accablantes, Arnaud devait maintenant agir rapidement pour sauver Perrin de son sort funeste et faire arrêter les criminels avant qu'elles ne puissent détruire les preuves ou s'échapper. Mais il se heurtait à un obstacle majeur et particulièrement frustrant. Les sœurs Beaumont avaient noué des relations privilégiées et lucratives avec plusieurs autorités locales corrompues qui bénéficiaient directement de leur largesse et fermaient délibérément les yeux sur leurs activités suspectes. Le chef de la police municipale, Don Fernando Salinas, recevait régulièrement des gratifications substantielles pour éviter toute enquête approfondie sur les décès survenus à la pension. Le juge d'instruction, licenciado Miguel Vasquez, était lui-même propriétaire de terrain qu'il avait acheté grâce au prêt consenti par les sœurs. Le maire en personne, Don Carlos Mendoza, entretenait une liaison secrète avec Isabelle, qui le tenait sous son emprise par ce moyen de chantage efficace. Cette corruption systématique paralysait toute action légale traditionnelle et contraignait Arnaud à chercher d'autres voies pour faire triompher la justice. L'attaché consulaire décida de jouer sa dernière carte en révélant son identité véritable et ses découvertes à Perrin lui-même, espérant que la collaboration de la victime désignée lui permettrait de confondre les meurtrières. La révélation fut un choc terrible pour l'armateur marseillais qui refusa d'abord de croire à cette réalité cauchemardesque. Comment ces femmes si charmantes, si prévenantes, si cultivées, pouvaient-elles dissimuler des instincts si meurtriers ? Mais les preuves matérielles découvertes dans le laboratoire secret et les registres détaillés des crimes précédents finirent par le convaincre de la véracité terrifiante de ces accusations. Perrin fut d'abord saisi d'une panique compréhensible en réalisant qu'il était la prochaine victime désignée d'un système d'assassinat parfaitement rodé. Mais sa formation d'homme d'affaires habitué aux situations de crise lui permit de retrouver rapidement son sang-froid et d'envisager les moyens de retourner la situation à son avantage. Les deux hommes convinrent d'un plan audacieux pour confondre les meurtrières en les piégeant dans leur propre méthode. Perrin continuerait à jouer parfaitement son rôle de proie naïve et confiante tout en prenant secrètement toutes les précautions nécessaires pour éviter l'empoisonnement fatal. Arnaud alerterait discrètement le commandant de la garnison militaire de San Luis Potosí, seule autorité locale, échappant complètement à l'influence corruptrice des sœurs Beaumont. Ensemble, ils organiseraient un piège sophistiqué pour surprendre les criminels en flagrant délit de tentative d'assassinat. Le plan manqua d'échouer tragiquement dès le premier jour de sa mise en application. Célestine proposa immédiatement à Perrin un dîner d'exception pour célébrer son premier mois de séjour à la pension. Prétexte idéal pour lui administrer la dose fatale de poison qui devait l'éliminer définitivement. L'armateur accepta cette invitation avec un enthousiasme fin, mais prit soin de ne consommer réellement que les plats qu'il avait vus préparer sous ses yeux directs et de ne boire que de l'eau provenant d'une source qu'il avait personnellement testée et analysée. Il simula ensuite habilement des symptômes d'indigestion légère pour expliquer son malaise apparent sans éveiller les soupçons. Les sœurs se montrèrent immédiatement et vivement inquiètes de cet échec partiel qui compromettait leur planning d'exécution. Elles intensifièrent leurs efforts avec une détermination redoublée, multipliant dangereusement les occasions d'administrer leur poison mortel. Hortense proposa des massages quotidiens aux huiles essentielles empoisonnées. Isabelle organisa des promenades romantiques dans des lieux isolés propices aux accidents mortels. Victoire suggéra même un voyage d'affaires vers les mines de Zacatecas, loin de tout témoin potentiel et de toute possibilité de secours médical. La tension atteignit son paroxysme dramatique le 24 juin 1837, jour de la Saint-Jean traditionnellement célébré dans toute la chrétienté.
Ce jour-là, les sœurs organisèrent une fête somptueuse en l'honneur de cette fête religieuse, prétexte parfait à un grand banquet réunissant tous les notables influents de la ville. Perrin devait y tenir le rôle d'invité d'honneur, occasion rêvée pour les meurtrières de passer définitivement à l'acte devant des témoins respectables qui ne pourraient que constater le décès apparemment naturel de leur victime. Arnaud avait prévenu confidentiellement le commandant Herrera, officier intègre et incorruptible qui dirigeait la garnison locale avec une fermeté exemplaire. Cet homme de 50 ans, ancien combattant de l'indépendance mexicaine, jouissait d'une réputation irréprochable et échappait totalement aux réseaux de corruption locaux. Des soldats en civil furent discrètement postés autour de la pension et dans les rues avoisinantes. Un médecin militaire compétent, le docteur Ramirez, se tenait prêt à intervenir d'urgence pour contrer les effets d'un éventuel empoisonnement par les antidotes appropriés. Le banquet débuta vers 7 heures du soir, dans une atmosphère apparemment festive et détendue. Les invités, une trentaine de personnalités locales soigneusement sélectionnées, furent reçus dans le grand salon spécialement décoré pour l'occasion avec un luxe ostentatoire. Célestine avait préparé un menu gastronomique exceptionnel, mêlant avec art les spécialités françaises les plus raffinées et les saveurs mexicaines les plus exotiques. Les vins, prétendument tirés de la cave personnelle des sœurs, accompagnaient harmonieusement chaque service selon les règles de l'art culinaire français. Arnaud observait attentivement le comportement des 4 femmes en s'efforçant de paraître naturel. Elles affichaient une décontraction parfaite qui témoignait de leur expérience criminelle. Mais leurs regards se croisaient fréquemment comme pour se coordonner selon un plan préétabli. Isabelle dirigeait discrètement les opérations, adressant des signes imperceptibles à ses sœurs pour synchroniser leurs actions. Le moment fatidique approchait inexorablement. Vers 9 heures précises, Célestine apporta solennellement le plat de résistance. Un gigot d'agneau aux herbes aromatiques spécialement préparé pour Perrin, selon une recette familiale secrète. L'armateur, parfaitement préparé à cette épreuve, fit semblant de le déguster avec un appétit gourmand, tout en évitant soigneusement d'en avaler la moindre parcelle. Il dissimulait habilement les morceaux dans sa serviette damassée ou les faisait tomber discrètement au sol pour les chiens de la maison. 10 minutes plus tard exactement, selon le timing prévu par les complices, Perrin commença sa simulation magistrale. Il porta théâtralement la main à sa gorge, feignit des difficultés respiratoires de plus en plus marquées, se plaignit de vertiges violents qui l'obligeaient à s'appuyer au meuble. Les invités s'alarmèrent progressivement. Hortense accourut immédiatement avec sa trousse de secours habituelle, proposant une potion calmante qui devait achever définitivement le travail commencé par le gigot empoisonné. C'est à cet instant précis et dramatique qu'Arnaud donna le signal convenu avec ses complices militaires. Les soldats en civil se dévoilèrent simultanément et cernèrent hermétiquement la maison. Le commandant Herrera fit irruption dans le salon de réception avec ses hommes en armes, révélant la véritable identité de l'attaché consulaire et ordonnant l'arrestation immédiate des 4 sœurs pour assassinats multiples, association de malfaiteurs et haute trahison envers l'État mexicain. La confrontation qui suivit cette arrestation spectaculaire révéla progressivement l'étendue extraordinaire et terrifiante du système criminel mis en place par les sœurs Beaumont au cours de leurs années d'activité mexicaine. Face aux preuves matérielles accablantes découvertes dans leur laboratoire secret et aux témoignages concordants des survivants, elles tentèrent d'abord de nier catégoriquement toute implication criminelle, puis d'accuser mutuellement leurs complices présumés, avant de finalement avouer une partie de leurs crimes tout en minimisant leurs responsabilités personnelles. L'interrogatoire, mené conjointement par Arnaud et le commandant Herrera, selon les méthodes d'investigation les plus modernes, mit progressivement au jour un réseau criminel d'une sophistication absolument inouïe pour l'époque. Les 4 femmes avaient développé leurs compétences meurtrières pendant des années entières, perfectionnant méthodiquement leurs méthodes par l'expérimentation systématique et l'étude scientifique des réactions physiologiques de leurs victimes. Leur formation initiale d'apothicaire leur avait certes donné les bases chimiques indispensables,
Mais elles avaient considérablement élargi leur savoir criminel par la lecture assidue d'ouvrages spécialisés et l'observation clinique minutieuse de leurs victimes successives. Isabelle révéla qu'elles avaient d'abord testé leur poison sur des indigents et des malades en phase terminale dans les hospices lyonnais, se faisant passer pour des infirmières bénévoles animées par la charité chrétienne. Ces premières expériences clandestines leur avaient permis de calculer les dosages précis nécessaires selon les constitutions physiques et d'étudier méthodiquement les symptômes provoqués par chaque substance toxique. Cette période d'apprentissage criminel avait duré plus de 2 ans avant leur passage aux victimes véritables. Célestine admit froidement qu'elle avait personnellement empoisonné leur propre sœur Augustine pour s'emparer de son héritage familial et financer leur exil vers le Mexique. Ce premier meurtre consanguin avait été parfaitement maquillé en mort naturelle grâce à la complicité active de leur père, lui-même initié aux pratiques criminelles depuis l'affaire d'empoisonnement de 1833. Augustine avait été lentement intoxiquée pendant 6 mois avec des doses homéopathiques d'arsenic qui provoquaient les symptômes d'une phtisie galopante. Hortense confessa avec un détachement glaçant avoir développé une véritable passion morbide pour l'observation scientifique des agonies humaines. Elle tenait des carnets détaillés, décrivant avec une précision médicale les réactions physiologiques de chaque victime, les phases successives de leur décomposition, les variations individuelles dans l'efficacité des différents poisons selon l'âge, le sexe, la constitution physique. Cette documentation macabre et systématique servait à perfectionner leur technique meurtrière pour les assassinats suivants. Victoire révéla l'existence troublante de complices nombreux et bien placés dans d'autres villes mexicaines et même dans plusieurs pays européens. Le réseau criminel s'étendait géographiquement de Veracruz à Guadalajara, en passant par Mexico et Puebla, mais aussi vers La Havane, Buenos Aires et même certaines villes françaises et italiennes. Des correspondants locaux facilitaient l'identification préalable de victimes potentielles, fournissaient des renseignements confidentiels sur leur fortune personnelle, organisaient l'effacement systématique des traces compromettantes. Certains complices étaient des employés corrompus de banques internationales, d'autres des fonctionnaires consulaires véreux, d'autres encore des membres du clergé dévoyés. L'enquête approfondie menée dans les semaines suivantes révéla que les sœurs Beaumont avaient réussi à accumuler une fortune absolument colossale grâce à leurs activités criminelles systématiques. Leurs comptes bancaires secrets dissimulés en Suisse, en Angleterre et en France contenaient l'équivalent de plusieurs millions de francs, or, somme proprement astronomique pour l'époque. Elle possédait également des biens immobiliers considérables dans diverses capitales européennes, acquis sous de multiples fausses identités grâce aux capitaux extorqués à leurs victimes successives. Plus troublant encore pour les enquêteurs, l'investigation approfondie découvrit l'existence d'un commanditaire mystérieux et particulièrement influent qui finançait et coordonnait leurs activités criminelles depuis l'Europe. Les lettres codées retrouvées dans leur correspondance secrète faisaient référence systématique à un certain Monsieur Vincent, personnage énigmatique qui donnait ses instructions précises depuis Paris et prélevait une commission substantielle sur leurs profits criminels selon un pourcentage préétabli. Ce monsieur Vincent était probablement le cerveau organisateur d'une véritable organisation criminelle internationale, spécialisée dans l'élimination méthodique d'Européens fortunés voyageant isolément à l'étranger. Les sœurs Beaumont n'étaient manifestement qu'une cellule opérationnelle de ce réseau tentaculaire qui possédait également des ramifications actives dans d'autres pays d'Amérique latine, en Afrique du Nord, et peut-être même dans certaines régions d'Asie où les Européens commençaient à s'aventurer pour le commerce. L'identité réelle de ce commanditaire suprême ne fut jamais établie avec certitude absolue, malgré les efforts considérables déployés par les autorités. Les services secrets français menèrent leur propre enquête parallèle avec tous les moyens dont ils disposaient, mais ne parvinrent qu'à identifier plusieurs suspects potentiels sans pouvoir déterminer lequel était véritablement impliqué.
Un ancien banquier déchu après l'effondrement de la monarchie de Juillet, un aventurier enrichi dans le commerce triangulaire et ruiné par l'abolition de la traite, ou encore un noble désargenté cherchant à reconstituer sa fortune ancestrale par tous les moyens possibles. Le procès retentissant des sœurs Beaumont s'ouvrit solennellement le 15 septembre 1837 devant le tribunal militaire de San Luis Potosí, juridiction choisie pour éviter toute corruption des magistrats civils locaux. L'affaire provoqua immédiatement un scandale considérable dans toute l'Amérique latine et même en Europe. La presse mexicaine, française, espagnole et britannique suivit passionnément les débats quotidiens, révélant progressivement au grand public horrifié les méthodes effroyables de ces anges de la mort qui avaient transformé l'hospitalité en piège mortel. Les témoignages se succédèrent pendant 3 semaines entières devant un public nombreux et captivé. Les familles endeuillées des victimes, venues spécialement d'Europe à grands frais pour assister au débat, décrivirent avec émotion la douleur immense causée par la disparition brutale de leurs proches et la spoliation révoltante de leurs héritages légitimes. Les experts médicaux les plus réputés expliquèrent en détail la sophistication diabolique des techniques d'empoisonnement utilisées et leur efficacité redoutable. Les enquêteurs exposèrent méthodiquement les ramifications internationales impressionnantes du réseau criminel et ses méthodes d'organisation. Le plus troublant et révélateur fut incontestablement le témoignage des accusées elles-mêmes durant leur interrogatoire public. Loin de manifester le moindre remords sincère pour leurs crimes abominables, elles revendiquèrent leur forfait avec un cynisme glacial qui stupéfia l'assistance. Isabelle expliqua doctement qu'elle ne faisait que redistribuer équitablement les richesses mal acquises de ces bourgeois exploiteurs qui s'enrichissaient sur le dos des prolétaires. Célestine affirma avec conviction que ses victimes avaient bénéficié d'une mort relativement douce comparée aux souffrances atroces qu'elles infligeaient quotidiennement à leurs ouvriers dans leur manufacture. Hortense prétendit avoir soulagé ces hommes cupides du fardeau moral de leur richesse excessive. Victoire justifia tous ces forfaits par la nécessité vitale de survie dans un monde masculin structurellement hostile aux femmes intelligentes. Ces déclarations publiques révélèrent la dimension idéologique profonde de leurs crimes et leur vision révolutionnaire de la société. Les sœurs Beaumont se considéraient sincèrement comme des justicières sociales, vengresses désignées des opprimés contre leurs oppresseurs bourgeois. Leur éducation dans les milieux ouvriers lyonnais, témoins directs des injustices flagrantes du capitalisme industriel naissant, avait nourri une haine viscérale et définitive contre la bourgeoisie qu'elles canalisaient méthodiquement dans leurs activités meurtrières systématiques. Le 28 septembre 1837, après des délibérations qui durèrent 2 jours complets, le tribunal militaire prononça sa sentence définitive et irrévocable. Les 4 sœurs furent unanimement condamnées à mort pour assassinats multiples avec préméditation, association de malfaiteurs internationaux, faux et usage de faux en écriture publique et atteinte caractérisée à la sûreté de l'État mexicain. Leurs biens considérables furent intégralement confisqués et redistribués équitablement aux familles des victimes identifiées selon leurs droits successoraux légitimes. L'exécution capitale eut lieu le 15 octobre 1837, exactement 1 an jour pour jour après la mort de leur première victime mexicaine officiellement répertoriée, Louis-Auguste Favier. Les 4 femmes furent fusillées à l'aube dans la cour de la prison militaire, devant une foule considérable venue de toute la région pour assister à ce châtiment exemplaire qui marquait la fin d'un règne de terreur. Leurs dernières paroles restèrent énigmatiques et inquiétantes. Isabelle déclara d'une voix ferme « D'autres continueront notre œuvre sacrée ». Célestine murmura « La justice sociale triomphera des oppresseurs ». Hortense affirma avec conviction « Nos âmes se réincarneront en vengeurs des faibles ». Victoire conclut mystérieusement « Le réseau survit toujours à ses exécutants ». Ces déclarations cryptiques alimentèrent longtemps les spéculations sur la survie possible de leur organisation criminelle internationale. Effectivement, dans les années qui suivirent immédiatement l'exécution,
Plusieurs affaires troublantes furent signalées dans d'autres pays latino-américains. Des Européens fortunés moururent dans des circonstances suspectes, dans des pensions tenues par des femmes mystérieuses au passé incertain. Mais aucune enquête officielle ne parvint jamais à établir formellement un lien direct avec le réseau démantelé des sœurs Beaumont. Malgré l'apparente conclusion définitive de l'affaire, de nombreuses zones d'ombre persistent encore aujourd'hui dans les archives consulaires. L'identité du mystérieux Monsieur Vincent ne fut jamais formellement établie malgré des années d'investigation. Les autorités françaises classèrent finalement le dossier sans suite après avoir interrogé plus de 60 suspects potentiels. Certains enquêteurs soupçonnaient même l'implication de services secrets européens utilisant ce réseau criminel pour éliminer discrètement des personnalités politiquement gênantes. La fortune colossale accumulée par les sœurs ne fut jamais entièrement récupérée. Seule une partie de leurs avoirs put être localisée et restituée aux ayants droit. Des millions de francs or disparurent définitivement, probablement transférés vers des comptes secrets que les condamnés emportèrent dans leur tombe. Cette richesse fantôme alimenta des légendes tenaces sur l'existence de trésors cachés dans diverses capitales européennes. L'ampleur réelle de leurs crimes reste également inconnue. Les registres découverts dans leurs laboratoires secrets ne couvraient que les 2 dernières années de leurs activités mexicaines. Leurs méfaits antérieurs en France, leurs éventuelles victimes pendant le voyage transatlantique, leurs possibles complices dans d'autres continents n'ont jamais été complètement élucidés. Le nombre total de leurs victimes pourrait largement dépasser la centaine. Plus troublant encore, la disparition systématique de tous les témoins directs de l'affaire pose des questions dérangeantes. Théodore Arnaud mourut dans un mystérieux accident de diligence 6 mois après le procès. Le commandant Herrera fut retrouvé assassiné dans sa chambre 1 an plus tard. Le docteur Ramirez succomba à une fièvre inexpliquée. Gustave Perrin disparut corps et biens lors d'un naufrage en mer des Caraïbes. Ces coïncidences troublantes suggèrent que le réseau criminel était loin d'être entièrement démantelé. L'affaire des sœurs Beaumont demeure l'une des énigmes criminelles les plus fascinantes et dérangeantes du XIXe siècle. Elle révèle l'existence possible de réseaux criminels internationaux d'une sophistication insoupçonnée, capables d'opérer pendant des années sans être détectés par les autorités. Elle illustre également les failles béantes du système judiciaire de l'époque, incapable de faire face efficacement à des organisations criminelles transfrontalières. Dans un monde où les voyages internationaux se multiplient, où les fortunes privées s'accumulent, où les moyens de communication permettent de coordonner des activités sur plusieurs continents, rien n'interdit de penser que des héritiers spirituels des sœurs Beaumont continuent leurs sinistres activités sous d'autres formes. Les archives consulaires françaises conservent encore aujourd'hui des rapports troublants mentionnant des décès suspects d'Européens fortunés dans diverses régions du monde. Simple coïncidence statistique ou indice d'une continuité criminelle organisée? La question reste douloureusement ouverte, car au final, l'histoire tragique des 4 sœurs de San Luis Potosí nous rappelle une vérité dérangeante. Derrière les apparences les plus respectables peuvent se cacher les intentions les plus meurtrières. Dans un monde où l'hospitalité devient un piège mortel et la bienveillance un masque criminel, la confiance devient un luxe dangereux que les voyageurs isolés ne peuvent plus se permettre. Cette leçon reste d'une actualité troublante. Aujourd'hui encore, combien de pensions charmantes, d'hôtels accueillants, de maisons d'hôtes pittoresques cachent-ils des secrets inavouables? Combien de sourires bienveillants dissimulent-ils des intentions criminelles? L'affaire des sœurs Beaumont nous enseigne que le mal absolu peut revêtir les apparences de la bonté la plus parfaite et que la méfiance reste parfois le prix de la survie.